Parfois, on dit que la France est un paradis fiscal pour ça. Si on met les choses en place correctement, on peut effectivement transmettre beaucoup de patrimoine pour des prix qui sont assez faibles. En fait, tu dis à tes parents d'apporter le bien dans une société civile, ils te le transmettent et après tu payes pas d'impôts. Je pense que le premier point qui est important, c'est qu'en fait, souvent on n'a pas le choix. On parle beaucoup de choix entre l'IR et l'IS. La réalité économique fait que souvent t'as pas le choix. Parce que gérer un bien immobilier, si t'as envie de transmettre à ta fille de 3 ans, en fait, elle a un petit problème, ta fille de 3 ans, c'est qu'elle est mineure. Tu peux pas signer de contrat. Plein de trucs que tu peux pas faire parce que t'es incapable juridiquement. Hello Lucien, comment vas-tu ? Super bien, merci Julien, merci pour ton invitation. Écoute, avec grand plaisir. Écoute, on se retrouve aujourd'hui pour parler SCI. Je te propose dans un premier temps de présenter ton parcours rapidement. Merci. Bon, la SCI, ça va être un sujet hyper intéressant qui forcément parle beaucoup aux auditeurs parce que c'est un truc qu'on voit partout. Personnellement, pourquoi je suis là ? Parce que je m'intéresse particulièrement à la gestion de patrimoine depuis quelques temps. En fait, je suis passionné du sujet et j'exerce cette passion de 2 façons différentes. La première, c'est que je suis family officer chez Ivesta. C'est le plus gros multi-family office en France qui gère des clients qui vont entre généralement 20 à 500 millions de patrimoine. Et la deuxième façon dont j'exerce cette passion de la gestion de patrimoine, c'est parce que j'ai moi-même aussi un podcast, donc c'est pour ça que je suis encore plus content d'être avec toi. Mais c'est un podcast de niche qui est vraiment dédié aux professionnels de la gestion de fortune de façon générale, et donc c'est plutôt sur tous les aspects juridiques et fiscaux du patrimoine. Ok, et on mettra le lien en description du coup pour les auditeurs. Merci. Écoute, je te propose dans un premier temps qu'on parle du coup de SCI, plus particulièrement du fonctionnement. Est-ce que ça te va comme ça ? Bah ouais, super. Parfait. Je te laisse commencer peut-être sur le fonctionnement d'une SCI, le principe, qu'est-ce que c'est en fait une société civile immobilière ? Ouais, peut-être que la définition, c'est ce qu'il y a de plus important en premier. Je pense que la meilleure définition, c'est pas de partir sur quelque chose de compliqué. La SCI, c'est juste une façon de mettre en commun des ressources et puis ensuite de décider quelles vont être les règles du jeu pour répartir ces ressources, pour faire en sorte qu'on s'entende bien ensemble. Et c'est ce qu'on appelle généralement les statuts de la société. Et donc finalement les statuts c'est quoi ? C'est juste un contrat entre différents associés qui vont se mettre d'accord pour gérer quelque chose ensemble. Et donc la société civile immobilière, son objet c'est l'immobilier, et donc les associés se mettent ensemble pour gérer de l'immobilier, même si la société civile en fait peut avoir plusieurs objets et ne pas être uniquement immobilière, voire ne pas être du tout immobilière, mais on va se concentrer aujourd'hui sur l'immobilier, c'est déjà suffisant je pense. Ok, parfait. Écoute, selon toi, quels sont les avantages de détenir un bien via une SCI plutôt qu'un bien en direct ? Il y a plusieurs avantages et je pense que en fait l'avantage principal de la SCI, c'est de pouvoir faire du sur-mesure. Le problème du sur-mesure, c'est qu'il y a plein de situations dans lesquelles nous, on va voir des gens, notamment sur Internet. J'avais fait un moment des vidéos sur TikTok parce que j'en avais marre de voir ça. C'était des gens qui te disent que la SCI, c'est bien pour tout. Sauf que un outil sur mesure, c'est comme un costume sur mesure. Si tu prends le costume sur mesure de quelqu'un d'autre, ça va beaucoup moins bien fonctionner que sur la bonne personne. Donc, ce qu'il faut d'abord voir, c'est que il faut avoir un objet, il faut qu'il y ait un intérêt à se mettre en SCI. Mais du coup, pour voir un peu les avantages un peu plus généraux de la SCI, c'est d'abord de pouvoir détenir à plusieurs des biens dans un autre cadre que l'indivision. Parce qu'il n'y a pas besoin de société pour détenir des biens à plusieurs. L'indivision, ça suffit. C'est ça. Le problème, c'est que l'indivision, les règles, elles sont fixées par la loi. Peut-être qu'elles te plaisent pas. C'est plus contraignant. C'est contraignant. Il faut quasiment tout le temps être à l'unanimité. Il faut que un des indivisaires peut décider à tout moment de quitter l'indivision et il faut trouver quelqu'un pour le remplacer. Exactement. Et c'est pas forcément facile. Ou alors il faut qu'un des indivisaires ait le cash pour racheter, mais ce qui est pas toujours possible. Donc déjà, le premier intérêt, c'est de pas être en indivision pour un projet commun et donc de, comme je disais, fixer les règles du jeu. Le deuxième intérêt, c'est de protéger ton patrimoine privé. Parce qu'en fait, une SCI, c'est pas insaisissable en tant que tel, mais quand t'es entrepreneur, tu peux avoir des créanciers. Et des créanciers qui vont en vouloir à ton patrimoine si jamais tu fais défaut et qu'ils arrivent à aller actionner jusqu'à ton patrimoine. Et la SCI, l'avantage, c'est que c'est une société à responsabilité illimitée. Ça veut dire que s'il y a des dettes dans la SCI, c'est les associés qui prennent. Et donc les créanciers, ça va faire une sorte de bastion de résistance parce qu'ils vont avoir peur. Ils vont avoir peur de saisir les parts de SCI parce qu'ils se disent peut-être que dans cette SCI, il y a un passif particulier. Ok. Et moi, en fait, j'aimerais bien avoir l'immeuble, mais si jamais il y a un actif
de 1 million et qu'il y a une dette de 3 millions, bah en fait, je vais me retrouver un peu... Je veux pas récupérer le passif en face, quoi. Exactement. Ok. Je voulais te demander, selon toi, quelles sont les raisons pour lesquelles il serait pertinent du coup de détenir un bien via une SCI? Je pense que le premier, c'est la flexibilité, dont j'ai parlé tout à l'heure, avec la nécessité du coup d'avoir un projet sur mesure et de préférence d'avoir un professionnel qui va t'accompagner dans la création de cette SCI, dans la rédaction des statuts aussi. Parce que je parlais de costumes sur mesure, il faut des statuts sur mesure par rapport au projet. Maintenant, il y a quand même des types de projets dans lesquels la société civile est presque une évidence. Le premier sujet, c'est tout ce qui est la transmission. On a la possibilité avec la société civile de transmettre un bien pour pas grand-chose, de façon hyper efficace fiscalement. Donc forcément, ça va intéresser des parents. Il y a plein d'erreurs à ne pas faire. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler dans la suite. Le deuxième intérêt, c'est de pouvoir investir et de s'organiser. Peut-être que j'ai de l'argent dans une holding parce que j'ai revendu des parts de ma société, j'ai touché des dividendes et j'ai envie d'investir dans un bien immobilier, mais j'ai pas envie d'investir tout seul. Le problème, c'est que mes associés, ils sont pas dans ma holding. Donc avec la holding, je vais créer une SCI en dessous, je vais m'associer avec d'autres personnes qui vont pouvoir détenir ce bien avec moi. Donc ça, c'est le côté organisation. Il y a le côté aussi OBO immobilier. Ça, c'est tout un autre sujet. Ça permet de se racheter à soi-même son immeuble et donc de générer du cash. Et au lieu d'avoir un immeuble qui est complètement remboursé et qui coûte très cher en impôts, on va avoir un immeuble et du cash à côté. Et il faut bien sûr que l'immeuble soit rentable. C'est compliqué aujourd'hui de le faire. C'est un schéma qu'on voit plus trop avec les taux actuels et avec la valorisation de l'immobilier qui est aussi assez élevée. Et puis le dernier avantage, c'est qu'on peut choisir son régime fiscal. On a l'IR, l'IS, c'est un peu le thème tarte à la crème. Et l'avantage, c'est que en tant que particulier, tu peux détenir un bien à l'IS. L'avantage de l'IS, c'est quoi ? C'est que c'est pas dans le même pot que tes revenus à toi personnel. Donc si tu es dans la tranche marginale à 40% à l'impôt sur le revenu, toi tu vas payer que 25 dans ta société à l'IS. Et en fait, en fonction de ton projet, tu vas pouvoir choisir est-ce que je prends l'IR ou est-ce que je prends l'IS. Donc ça, c'est un avantage forcément d'avoir ce choix. Et choisir de capitaliser potentiellement au sein de la structure également. Absolument. Ok. Écoute, on a parlé du coup des raisons pour lesquelles il était pertinent de choisir la SCI. Maintenant, j'aimerais qu'on parle des raisons pour lesquelles il n'est pas pertinent de choisir la SCI. D'abord, il y a des raisons pour lesquelles c'est impossible de choisir une SCI, c'est pour faire des activités commerciales. Une société civile, c'est donc civile et pas commerciale. Donc là, on va se retrouver déjà dans une première impossibilité. Si je veux, par exemple, exploiter les murs de ma boulangerie avec ma SCI, ce n'est pas possible parce que c'est une activité qui est commerciale. Le deuxième intérêt, c'est dans la transmission, c'est que tu vas pouvoir acquérir un bien, endetter la société, et donc tu vas te retrouver dans une situation où en fait, tu as une société avec un actif qui vaut 1 million et un passif qui vaut 1 million. Et en fait, 1 million moins 1 million, ça fait 0. Exactement. Et donc, tu vas pouvoir, comme ça, transmettre les parts de ta société à tes enfants. Ta société, elle vaut 0. Donc, tu transmets pour 0. Et, 0, on s'entend. C'est un abus de langage de dire ça, hein. Les professionnels qui écouteront se mordront un peu la lèvre ou je sais pas quoi, en écoutant ça, ils se diront, bon, quand même, c'est pas tout à fait pour 0. Et c'est vrai que c'est pas tout à fait pour 0. Mais en tout cas, ça permet, ce schéma, existe, il marche. La seule condition, c'est que le bien soit suffisamment rentable pour rembourser le crédit. Oui. Parce que ça, c'est une des erreurs aussi. C'est que souvent, j'entends, on peut acquérir le bien, le transmettre gratuitement. Ce n'est pas vrai. Parce qu'en fait, tu vas transmettre les parts de ta société gratuitement. Et puis ensuite, qui rembourse le crédit ? Si c'est toi qui rembourse le crédit, tu vas avoir un compte courant d'associé. Un compte courant d'associé, c'est quoi ? C'est une créance que tu as sur la société. Et donc, en fait, dans ton patrimoine, tu vas avoir cette créance qui va grossir, qui va, au final, faire la taille de l'emprunt. Et en fait, tes enfants, ils auront une société qui est endettée vis-à-vis de toi. Et donc, au jour de ta succession, tu meurs. Les enfants, ils ont la société. Mais ils doivent une dette à ta succession de 1 million. Et donc, ton million, en fait, il va se retrouver dans ta succession. Oui. Et c'est pas du tout le schéma que tu avais envisagé. Donc ça, vraiment, la rentabilité du schéma, c'est absolument essentiel. Et puis, je pense que le dernier point pour éviter la société civile, et ça, vraiment, on le voit souvent, c'est un regret souvent que les gens ont de le faire, c'est de mettre sa résidence secondaire que tu as envie de louer de temps en temps dans ta société civile. Pourquoi ? Parce que sur le plan fiscal, la location meublée, c'est une activité commerciale. Donc ça veut dire que tu vas pas pouvoir être à l'IR, mais tu vas pouvoir uniquement être à l'impôt sur les sociétés. Et le problème quand tu es à l'impôt sur les sociétés, c'est que tu peux pas aller dans ton logement sans te verser un loyer. Donc tu vas être obligé toi-même de recevoir un revenu qui va être fiscalisé. Tu vas devoir payer la société qui va elle à nouveau être fiscalisée. Et bref, tu te retrouves dans des couches et des couches de fiscalité, de complexité. Bien souvent, tu vas dire, j'ai un peu la flemme de payer ce loyer, du coup, tu vas essayer de pas trop le payer.
peut-être que tu vas te faire requalifier par l'administration, c'est le risque. compliqué. Donc les schémas où on va avoir de la location meublée potentiellement, parce qu'une résidence secondaire, on n'enlève pas les meubles avant de la mettre en location pour l'été, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Donc voilà, ça c'est un peu les schémas dans lesquels il faut éviter la société civile pour détenir de l'immobilier, parce qu'on va plus se compliquer la vie qu'autre chose. Ok. Du coup, je voulais te demander également, est-ce qu'il y a des critères à prendre en compte en amont de la création de la SCI? Tu les as un petit peu mentionnés, mais est-ce qu'il y en a d'autres, par exemple? En fait, tout va dépendre du projet. Si tu as un projet locatif de transmission, le critère numéro 1, ça va être la rentabilité de ton bien. Parce que si ton bien peut pas rembourser ton crédit, tu pourras pas y couper, tu vas te retrouver à un moment à avoir un compte courant d'associé et ta transmission n'aura pas été faite correctement. Alors, après, si tu as conscience de ça, tu peux quand même décider de faire une société civile qui aura pas l'intérêt de transmettre le bien, mais qui aura d'autres intérêts. Parce qu'en fait, la société civile, j'ai parlé de sur-mesure tout à l'heure, on peut peut-être plus rentrer dans ce que ça veut vraiment dire. Ça veut dire que sur le plan de l'argent qui est dans la société civile, tu peux te le répartir un peu comme tu veux. C'est-à-dire que les statuts, tu peux dire que les loyers, par exemple, reviennent plutôt à un associé plutôt qu'un autre. Tu peux adapter et faire du sur-mesure comme je l'ai déjà dit. Et puis, la gérance aussi. Parce que gérer un bien immobilier, si tu as envie de transmettre à ta fille de 3 ans, bah en fait, elle a un petit problème, ta fille de 3 ans, c'est qu'elle est mineure. Et donc, quand t'es mineur, tu peux pas signer de contrat. Tu peux pas, il y a plein de trucs que tu peux pas faire parce que t'es incapable juridiquement. Et donc, le fait d'avoir une société civile qui est devant toi, donc toi, t'es propriétaire du propriétaire de biens immobiliers, et ben en fait, ce propriétaire final, lui, il va pouvoir réaliser des actions, faire entrer un locataire, signer un bail, etc. Si, encore une fois, les statuts sont bien rédigés. Parce que dans la société civile, ce qui est vraiment important dans ce côté sur mesure, sur le plan de la décision, c'est qu'il y a 2 entités qui prennent des décisions. La première, c'est la collectivité des associés. Donc en fait, c'est ça quand on dit je vais faire une assemblée générale. Il y a toutes les personnes qui se rassemblent et qui vont voter pour dire ok, qu'est-ce qu'on décide pour l'avenir. Ça, c'est les associés. Et puis ensuite, il y a le gérant. Le gérant, c'est la personne qui au quotidien va opérer la société. Typiquement, c'est lui qui va faire entrer, sortir un locataire, etc. Et en fait, en fonction de ce que tu as mis dans tes statuts, le gérant va avoir plus ou moins de pouvoir. Et les associés vont avoir plus ou moins de pouvoir. Et par exemple, si tu as un enfant mineur qui est associé, le problème, c'est que s'il doit voter pour l'acquisition d'un bien immobilier, la jurisprudence te dit que quand tu votes pour une décision d'une société civile, c'est comme si tu faisais toi-même l'acte. Et en fait, un enfant n'a pas le droit de vendre sans l'accord du juge des tutelles, de vendre un actif de son patrimoine. Et donc, tu vas te retrouver un peu bloqué. Alors que si, dans ton objet social, t'as mis que le gérant pouvait vendre les immeubles, t'as dit que les parents avaient plus de pouvoir que les enfants, eh bien, tu vas te retrouver dans une situation où, en fait, t'es totalement libre de ta gestion, d'où l'importance d'avoir des bons statuts, parce que c'est ça qui va te permettre de faire la bonne répartition que tu veux, et simplement de mener à bien le projet comme tu l'entendais, et avec des avantages de sur-mesure, encore une fois, pas avoir le costume trop grand ni trop petit. Ok, écoute, parfait. Merci pour ta réponse. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de tout ce qui est fiscalité durant la détention. On va parler après de la cession. J'aimerais vraiment, dans un premier temps, qu'on parle de fiscalité durant la détention du bien, parce que ça diffère, on va dire, de... La fiscalité, c'est hyper important dans les sociétés civiles, et c'est encore une fois le sujet IR ou IS. Là, c'est vraiment le sujet qui pose des questions à tout le monde. Quand tu vas sur YouTube, il y a des dizaines de vidéos tournées un peu à l'arrache par des experts comptables, des avocats, etc., qui t'expliquent est-ce qu'il faut choisir l'IR ou l'IS. Et je pense que le premier point qui est important, c'est qu'en fait, souvent, on n'a pas le choix. On parle beaucoup de choix entre l'IR et l'IS, mais en vrai, la réalité économique fait que souvent, t'as pas le choix. Parce que, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas vouloir acquérir ton bien et il va falloir que tu rembourses ton crédit parce qu'il y a très peu de gens qui utilisent une SCI en apportant directement ton bien et très peu de gens le cachent tout simplement pour acheter le bien directement. Donc tu vas te retrouver comme ça avec ton crédit à rembourser. Et quand tu es au revenu foncier, ce qui va se passer, c'est que tes loyers vont être imposés assez fortement. Ils vont être imposés aux prélèvements sociaux, 17,2%, plus ta tranche marginale d'imposition, qui peut monter jusqu'à 45%. Beaucoup de Français sont vers les 30 à peu près. Et d'autres sont à 0, mais on va dire que les gens qui s'intéressent au patrimoine sont souvent entre 30 et 45. Et donc ce qui va se passer, c'est qu'en fait, tu vas avoir plus de 60% d'impôts sur tes loyers, et il va falloir que ces loyers, en plus, remboursent le principal de ton crédit, plus les intérêts. C'est une équation économique qui est quasiment impossible à réaliser. Parce que déjà, avoir une rentabilité suffisante pour rembourser ton crédit et les intérêts, c'est compliqué. Alors si en plus tu coupes tout ça par 2, c'est virtuellement impossible. Et donc tu vas te retrouver dans le cas où en fait, ton choix entre l'IR et l'IS n'existe pas vraiment. Tu vas être obligé d'opter pour l'IS. Pourquoi ? Justement, grâce à la fiscalité qui est à l'IS. Et là, on va pouvoir détailler un peu plus ce que ça veut dire.
d'être à l'impôt sur les sociétés. Quand tu es à l'impôt sur le revenu, d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu as ta tranche marginale d'imposition. Tu peux déduire certaines charges, mais pas tant que ça. Et notamment tous les frais d'acquisition, etc. En fait, ils vont être ajoutés au prix de ton bien au moment où tu vas le revendre. Donc ça va te faire moins de plus-value au moment de la revente, mais en tout cas, le jour de l'acquisition, t'as pas de déficit à imputer. Ensuite, tu vas pouvoir déduire assez peu de charges et tu vas te faire fiscaliser à 60% plus. Donc tu te retrouves dans une situation où il ne reste pas grand-chose de ton loyer et tu vas devoir remettre au pot en permanence pour pouvoir payer ton crédit. Donc tu as intérêt à avoir un salaire ou d'autres sources de revenus solides pour rembourser. Peut-être que tu les as pas. Et si tu les as pas, tu vas opter pour l'IS. Parce que l'IS, l'impôt sur les sociétés, est beaucoup plus favorable pendant la détention. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à l'impôt sur les sociétés, il faut s'imaginer qu'on est comme dans une entreprise. Et dans une entreprise, quand on reçoit un revenu, on n'est pas taxé sur ce revenu, on est taxé sur le bénéfice. Et le bénéfice dans une société civile immobilière, il va être calculé comment ? Il va être calculé en déduisant toutes les charges inhérentes au bien, un peu comme dans toute société. Voilà, quand j'achète de la farine pour faire mon pain, ça vient en réduction de la baguette. Si j'ai 30 centimes de farine pour une baguette à 1 euro, j'ai 70 centimes potentiellement de bénéfice. Après, il faudra retirer toutes les autres charges, notamment le boulanger qui va te vendre la baguette, etc. Et donc, ça, c'est la première partie la plus visible. Et puis la deuxième partie, c'est l'amortissement. Parce qu'en fait, on considère, et là je vais encore prendre l'exemple du boulanger parce que c'est beaucoup plus simple à comprendre, que le boulanger, quand il achète un four, son four, il va pas durer 1500 ans. Il va devoir le changer, peut-être au bout de 5 ans, 10 ans. Et donc en fait, on va considérer un peu artificiellement que l'année où il achète son four, il dépense 10 000 balles. On dit, ok, t'as dépensé tes 10 000 balles, et en fait, sur les 10 prochaines années, on va faire comme si t'avais une charge de 1000 euros pour te permettre demain de t'acheter ton nouveau four à 10 000 euros pour remplacer l'ancien four. C'est un peu paradoxal parce que l'immobilier, ça a plutôt tendance à monter qu'à baisser, mais en immobilier, on peut amortir le bien qui est dans la société. On peut amortir le bien, pas le terrain, on n'amortit pas le sol, parce que ça, le sol, a priori, ça va pas disparaître, mais on va amortir le bien. Je précise tout de suite qu'on n'amortit pas le bien simplement avec un prorata fait à la SERP. En général, en fait, on a un amortissement dit par composant. Donc, on va amortir les volets un peu plus rapidement que les fenêtres. Enfin voilà, il y a des clés de répartition que les experts comptables connaissent très bien. Et donc, en fait, qu'est-ce que ça va produire tout ça ? C'est que tu as une charge virtuelle qui est l'amortissement de ton bien, que tu payes pas du coup, et qui bien souvent va aller jusqu'à compenser tes loyers sur les premières années. Quand je dis premières années, on peut parler de 15 à 20 années. Et donc en fait, pendant peut-être les 10, 15 premières années, tu vas payer 0 impôt. Et du coup, tu vas avoir 100% de ton loyer pour rembourser ton crédit. Et là, tout de suite, ça devient beaucoup plus faisable. On a 100% du loyer qui va nous permettre de rembourser la dette et des intérêts, contrairement à peut-être 40% dans la situation de l'impôt sur le revenu. Donc on voit que c'est beaucoup plus simple et on voit que c'est un avantage exorbitant par rapport au fait d'être à l'impôt sur le revenu qui est hyper lourd quand on est justement en société à l'impôt sur le revenu. En plus, j'en ai pas parlé, mais c'est peut-être pas nécessaire d'être dans ce niveau de technicité, mais les frais d'acquisition du bien, par exemple, ils vont se déduire directement dès la première année, donc ça va permettre très rapidement d'avoir beaucoup de déficit finalement à imputer sur tes loyers, et donc tu vas pas payer d'impôts les premières années ou en payer tellement peu que ça va vraiment faciliter le financement de ton crédit. Ok. À noter par contre qu'on peut également amortir le bien également au réel en détention en direct. Exactement, ça c'est un point qui est intéressant. Alors sur lequel je compterai pas forcément pour l'avenir en créant des projets immobiliers, mais tu peux effectivement, et c'est notamment l'objet du régime location meublée non professionnelle, LMNP, c'est qu'en fait tu vas pouvoir avoir le meilleur des deux mondes. On n'a pas encore parlé du deuxième monde, mais tu vas pouvoir amortir ton bien et la fiscalité de sortie sera également favorable. Alors qu'en fait ce qu'on voit, c'est que en général, quand t'es à l'IR, tu te fais allumer sur tous tes loyers. Par contre, à la revente, ça se passe plutôt pas mal. La fiscalité est plutôt, on va dire, plus agréable. Par contre, à l'impôt sur les sociétés, c'est l'inverse. Tu payes pas d'impôt pendant la détention. Par contre, à la fin, tu te fais déchirer. Et donc, l'intérêt de certains régimes, notamment le LMNP, c'est le cas aussi d'autres schémas, te permettent de amortir pendant toute la durée et quand même bénéficier d'un régime fiscal favorable de sortie qu'on va certainement décrire juste après. D'où le dicton d'ailleurs, vivre à l'IS et mourir à l'IR. Absolument. À présent, je te propose qu'on parle du coup de la fiscalité à la cession. Ouais.
C'est là qu'un peu le bas blesse, parce que là, ça y est, quand tu dis tu payes pas d'impôts pendant 15 ans, tout le monde a envie de prendre l'IS. Et le problème, c'est qu'il y a un peu le revers de la médaille, c'est la fiscalité à la sortie. La fiscalité à la sortie, à l'impôt sur le revenu, on la connaît. Plus longtemps tu détiens le bien, plus tu vas avoir des abattements importants, et donc moins tu vas payer d'impôts. Ça, c'est intéressant, parce que avec le temps, en principe, ton bien il va prendre de la valeur, et là, tu vas avoir ta plus-value qui va diminuer en même temps que ton bien s'apprécie. Donc, tu vas pouvoir, au bout de 30 ans, vendre ton bien sans payer d'impôts sur la plus-value. Donc 22 ans pour l'IR et 30 ans du coup pour le PS. Voilà. En fait, il y a un peu deux rythmes, tu as raison de le préciser. Il y a le rythme de l'impôt sur le revenu qui, on va dire, se déprécie plus rapidement et au bout de 22 ans, tu tombes à zéro. C'est ça. Et par contre, les prélèvements sociaux, ça se déprécie très lentement. Ça met du temps. Et de 22 à 30, ça tombe à zéro assez rapidement. Donc, grosso modo, tu payes quand même pas mal. Tu payes pas mal, mais tu payes moins que notamment la situation à l'IS qu'on va décrire tout à l'heure. Parce qu'en fait, un impôt de plus-value, c'est quoi ? C'est toujours un taux d'impôt avec une assiette. Donc l'assiette, c'est sur combien tu vas payer. Et donc là, en fait, quand tu vas vendre ton bien immobilier, tu vas prendre ton prix d'acquisition avec les frais, etc. Imaginons que tu as acquis pour 100 et tu vas prendre ton prix de revente. Imaginons que là, tu as fait une super affaire, tu revends pour 200. Donc en fait, ta plus-value, c'est 100. Et ensuite, tu vas appliquer un taux à cette plus-value. Et le taux de plus-value immobilière des particuliers, c'est 19%. Donc tu vas appliquer ces 19% à l'IR sur ta plus-value. Et là, tu vas te retrouver avec le montant d'impôt que tu vas devoir payer. Et l'abattement permet de réduire justement, de réduire ce montant en fonction des années de détention. Le problème, c'est qu'à l'IS, c'est l'inverse. À l'IS, plus tu détiens longtemps ton bien, plus tu vas payer d'impôts à la fin. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'amortissement. Et l'amortissement, comptablement, ça veut dire que ton bien, il vaut de moins en moins. Il tend vers zéro. Exactement. En fait, ton bien, il est toujours là, il y a toujours des locataires, mais comptablement, artificiellement, il vaut de moins en moins d'argent. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, il va quasiment valoir zéro. Et donc la plus-value tend vers 100% à terme. Exactement. La plus-value, alors ce sera jamais 100%, parce qu'il y aura toujours le petit bout de terrain qui reste, mais la plus-value va augmenter de plus en plus. Et cette plus-value, donc, va être imposée à l'impôt sur les sociétés. Et ce qu'il faut pas oublier non plus, c'est que là, on va reprendre un exemple un peu chiffré très rapidement. T'acquiers le bien pour 100, tu le revends 200, même schéma, sauf qu'en fait, t'as amorti 80% de ton bien. Donc en fait, ta plus-value, ce sera pas 100, ce sera 180. Et donc là, tu vois tout de suite que ton assiette d'impôt est beaucoup plus grande, que en plus, tu vas te retrouver dans la situation où tu payes certes l'impôt sur les sociétés, sur la plus-value que tu vas générer, et ensuite, l'argent, tu l'as pas dans ta poche, en fait. L'argent est dans la société, dans une société à l'IS. Et comment on sort de l'argent d'une société à l'IS ? Eh ben, on paye la flat tax. Les dividendes. On paye l'impôt sur les dividendes, 30%, donc 30% de plus. Donc finalement, pour avoir de l'argent dans sa poche à la fin, c'est pas si facile et ça coûte vraiment cher. Ok, écoute, très clair. Je te propose maintenant qu'on parle de transmission. C'est vrai que la SCI est souvent vue comme un vecteur de transmission, souvent à tort aussi, parce que combien de vidéos j'ai vues qui disaient, en fait, tu dis à tes parents d'apporter le bien dans une société civile, ils te le transmettent et après tu payes pas d'impôts. C'est pas vrai. Ça serait beau. Ce serait un peu trop facile. J'aime bien dire l'administration fiscale est plus maligne que ça. Généralement, quand il y a un schéma qui paraît trop beau pour être vrai, c'est qu'il est trop beau pour être vrai, à part dans certains cas très exceptionnels, mais généralement, du coup, c'est assez bien documenté. Et donc, en fait, il y a plusieurs leviers de transmission. On a déjà parlé tout à l'heure du levier de transmettre une société endettée qui se rembourse toute seule, parce qu'en fait, tu vas transmettre ta société pour zéro, et comme c'est le bien qui va se rembourser tout seul à l'intérieur de la société, en fait, elle grossit au fil du temps, et tes héritiers vont toucher de plus en plus. Et on n'a pas parlé d'un point qui est hyper important, et qui est toujours au centre des débats quand on parle de transmission, c'est le démembrement de propriété. Parce que le démembrement de propriété, c'est un peu la façon de transmettre sans encore totalement se déposséder. Parce que ta belle maison de campagne que t'as mis 20 ans à acquérir, à rénover, t'as peut-être envie de la transmettre à tes enfants, mais t'as peut-être aussi envie d'en profiter jusqu'à tes vieux jours et jusqu'à ce que tu meurs, et peut-être même que t'as envie que ton épouse, elle puisse aussi en profiter quand toi tu seras mort. Et donc ça, c'est ce que permet le démembrement de propriété. Le démembrement de propriété, il n'y a pas du tout besoin d'une société civile pour en faire. Tu peux très bien transmettre la nue propriété de ton immeuble à tes enfants sans aucun problème. Peut-être pour revenir rapidement sur ce que c'est le démembrement de propriété. Oui. En droit, on distingue dans la propriété 3 attributs.
l'usus, le fructus et l'abusus, qu'on entend beaucoup. L'usus, c'est le droit d'utiliser la chose. Le fructus, c'est le droit d'en percevoir les revenus. Et l'abusus, c'est le droit de vendre, de détruire la chose. Donc c'est le droit absolu sur la chose, mais qui va avec les autres. Et en fait, ce qui va se passer quand tu transmets en démembrement, c'est que toi, en tant que parent, tu te dis j'ai envie de me réserver l'usage, peut-être aussi les revenus. Parce que si c'est une société civile immobilière avec des biens locatifs, peut-être que tu as envie de continuer à bénéficier des revenus pour ta retraite parce que tu vas avoir une baisse de revenus. Donc tu vas dire je garde l'usus et le fructus, c'est l'usufruit, et puis je transmets la nue propriété à mes enfants. Donc là, c'est pas mal, parce que quand tu as fait cette transmission, toi tu peux toujours utiliser le bien, tu as des petites contraintes pour le revendre, parce que maintenant il y a quand même des enfants qui sont à bord, mais il est transmis, ça veut dire qu'au jour de ta succession, toi, au jour où tu donnes la nue propriété, tu payes sur une assiette réduite. Par exemple, si tu as 53 ans, tu vas payer uniquement sur 50% de la valeur de ton bien, et au jour de ton décès, tes enfants ils récupèrent gratuitement l'ensemble du bien immobilier. Ça, c'est intéressant pour des biens qui sont pas forcément en société civile. Le problème, c'est que je l'ai dit, il y a quand même des petites contraintes. Tes enfants, si ils ont pas envie que tu vendes, exactement. S'ils deviennent un peu méchants, ils peuvent un peu t'embêter. Et c'est là que la société civile va être vraiment très utile, notamment parce que ce que tu démembres dans la société civile, c'est les parts de la société civile. C'est donc l'enveloppe dans laquelle est la maison. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas pouvoir démembrer cette enveloppe et derrière, en fonction de ce que tu auras écrit dans les statuts, on va y venir juste après, tu vas pouvoir décider peut-être de changer de résidence secondaire. T'en as marre de Marseille, t'as envie d'aller en Bretagne, et hop, tu vends ta maison à Marseille et tu vas en Bretagne. Et donc ça, c'est possible dans le cadre d'une société civile, sans même demander l'accord aux enfants. Bien sûr, encore une fois, si on a bien fait les statuts, que tout est sur mesure, blablabla. Je le répète, j'ai l'impression. C'est important de le préciser. Ouais, c'est hyper important parce qu'il faut pas se dire qu'en prenant des statuts un peu au hasard, paf, on les met dans la société civile et ensuite c'est terminé. Mais à noter en tout cas que quand tu donnes, on va y venir juste après, mais que quand tu donnes justement la nue propriété, tu peux prévoir que le droit de vote revient à l'usufruitier. Exactement, c'est ça l'avantage, c'est qu'en fait, on l'a dit tout à l'heure, il y a deux entités qui décident dans une société civile et dans une société classique d'ailleurs aussi. C'est les associés et c'est le gérant. Donc, tu vas pouvoir un petit peu ruser en tant que parent parce que tu te dis bon, mes enfants, ils sont super sympas et tout, mais on va faire attention. C'est ma maison, c'est moi qui l'ai acheté, c'est mon travail, j'ai pas envie qu'ils viennent me mettre des bâtons dans les roues, j'ai pas envie d'avoir une pièce rapportée qui, on va dire, fasse tourner la tête de mes enfants, et donc j'ai envie de garder le contrôle total. Et donc là, tu vas pouvoir, au niveau des parts de la société, donc au niveau des associés, décider, dans les statuts, sur mesure, encore une fois, que, en fait, les nus propriétaires, ils sont là, mais ils votent pas. Ils ont le droit de venir aux assemblées générales, c'est essentiel, mais ils n'ont pas leur mot à dire. C'est un peu comme, c'est les parents devant, au volant, et les enfants derrière. Ils regardent. Voire même les enfants dans le coffre, parce qu'ils n'ont vraiment pas leur mot à dire. Ils peuvent pas se chamailler sur la moquette arrière. Donc ça, c'est génial. Ça veut dire que déjà, les parents peuvent, par le vote, décider de un peu tout ce qu'ils veulent. Et puis ensuite, si tu veux aller encore un cran plus loin, tu mets les parents gérants. Parce que du coup, en tant que gérant, ils vont pouvoir gérer toutes les activités de la société sans même passer par le vote. Et en même temps, quand tu votes toi-même, c'est juste relou de devoir faire toute la procédure, de faire une assemblée générale pour prendre la décision, etc. Et d'ailleurs, c'est peut-être utile de préciser qu'une société civile, ça a souvent un seul gérant, ça peut en avoir plusieurs, et surtout, ça peut avoir des gérants successifs. Exactement. Donc, voilà, c'est super, super intéressant parce que quand ça tu permet dis d'anticiper que aujourd'hui, c'est toi le gérant. Mais si tu décèdes, tu as envie que peut-être ton épouse elle puisse bénéficier de la société civile pendant toutes les années qui lui restent à vivre. Si t'as pas dit qui était le gérant ensuite, peut-être que tu vas te retrouver coincé parce qu'en fait, tes enfants ils vont récupérer tes parts et peut-être qu'ils auront un droit de vote ou pas. Enfin là encore, ça va dépendre de pas mal de facteurs. Mais en tout cas, si tu désignes un des gérants successifs, la question se pose pas. C'est madame qui va devenir la gérante et qui va avoir toutes les mêmes prérogatives que toi pendant toute la durée de détention de l'immeuble, pendant toute la durée de sa vie en fait. Donc voilà un peu les intérêts du démembrement qui vont permettre déjà sur le plan des pouvoirs de garder les pouvoirs tout en ayant transmis
pour une assiette de fiscalité qui est faible. Donc là, ça paraît être un peu la panacée et on en est pas loin, honnêtement. Parfois, on dit que la France est un paradis fiscal pour ça. Et c'est pas forcément volé, parce que c'est vrai que si on met les choses en place correctement, on peut effectivement transmettre beaucoup de patrimoine pour des prix qui sont assez faibles en termes de montant de droits de mutation. Selon toi, quelles sont les limites du pouvoir du gérant par rapport aux associés ? Ça, c'est une question qui est intéressante, parce que là, on a parlé du cas le plus classique où finalement on est en famille. On est en famille, les parents décident en tant qu'associés, ils décident en tant que gérants. Donc voilà, le conflit est quand même assez limité entre les associés et la gérance. Mais la question peut se poser, notamment, comme j'ai dit, en fait, la société civile, c'est le moyen de mettre des moyens en commun et ensuite d'en faire quelque chose, d'avoir un projet ensemble. Et en fait, le responsable de ce projet, c'est le gérant. Les associés, ils mettent l'argent, ils prennent certaines grandes décisions, mais au quotidien, c'est le gérant qui décide. Et une société civile immobilière, elle est faite pour détenir de l'immobilier. Est-ce que, par exemple, le gérant a le droit de vendre l'immeuble ? Est-ce que ce serait pas un peu trop de pouvoir que de lui dire « t'as le droit de vendre l'immeuble alors que l'objet même de la société, c'est de détenir l'immeuble ?» Tu vois, là, il commence à y avoir un conflit qui se trame. Et devant les tribunaux, c'est un conflit qu'il y a souvent. Suivant les interprétations, et là, ça commence à devenir quand même de plus en plus clair, l'objet social de la société permet ou pas au gérant de vendre l'immeuble. Et ça, c'est quand même quelque chose d'essentiel, parce qu'on peut bien imaginer des querelles entre associés avec l'un qui veut vendre, l'autre qui veut pas vendre, et puis l'un qui est gérant et donc qui a peut-être la possibilité de vendre, ou alors peut-être qu'il n'a pas cette possibilité. Et donc là, comment est-ce qu'on décide ? Comment est-ce qu'on départage ? Comment est-ce qu'on sait quelle est la limite du pouvoir de ce gérant qui gère au quotidien, mais il y a quand même les associés derrière ? Et bien justement, c'est l'objet social. La limite du pouvoir du gérant vis-à-vis de tous les tiers à la société, c'est l'objet social. Alors l'objet social, ça se trouve où ? Généralement, c'est dans l'article 2 des statuts. On va dire, en fait, ma société, c'est pas un être humain. Donc elle a une raison de vivre, elle aussi. C'est son objet social. Et son objet social, ça va peut-être être de détenir l'immeuble 160 rue de Courcelles. Si c'est détenir l'immeuble 160 rue de Courcelles, t'es sûr à 100% que le gérant n'a pas le droit de le vendre. Parce que s'il vend l'immeuble, la société ne détiendra plus l'immeuble 160 rue de Courcelles. Donc ça ne respecte pas son objet social. Et maintenant, de plus en plus, ce qu'on voit dans la jurisprudence, c'est qu'en fait, le gérant a le pouvoir de vendre le bien qui appartient à la société, si tant est qu'il y en ait un seul, parce qu'il peut bien sûr y avoir des dizaines de biens dans une seule société. Si c'est pas écrit explicitement que le gérant peut vendre les biens de la société, et généralement, on va plutôt s'abstenir, on va plutôt essayer d'avoir une décision des associés qui va autoriser le gérant. Ça évitera peut-être demain des conflits. Est-ce que tu verrais d'autres points de vigilance au niveau de l'objet social ? Je pense que au-delà, là je pense que l'objet social, on a un peu traité la question. Bien sûr, c'est quelque chose qui se rédige avec quand même un peu de finesse, parce que comme on l'a vu, ça limite quand même les pouvoirs du gérant. Donc, si jamais on a un enfant mineur, par exemple, je le disais tout à l'heure, son vote, c'est quand même, ça peut être compliqué. Il peut y avoir besoin du juge des tutelles. Et alors je dis pas ça parce que j'aime pas les juges. Je dis ça parce que la justice a des délais que les particuliers, que le marché immobilier n'a pas. Si tu fais une offre sur un bien immobilier et qu'il faut attendre 3 mois ou plus que le juge des tutelles te donne une réponse, tu peux être sûr qu'on va pas t'attendre. Tu peux être sûr que ta société, elle restera civile mais jamais immobilière. Tu n'auras jamais un bien à l'intérieur. Donc, dans ces cas-là, c'est vraiment intéressant de se poser la question, quel est l'intérêt pour que mon gérant ait plus ou moins de pouvoir ? Ça peut aussi être intéressant parfois de limiter son pouvoir, parce que là j'ai parlé de la situation où on a envie qu'il en ait le maximum, mais peut-être que si papy devient fou, on n'a pas envie qu'il ait toutes les manettes. Donc on a peut-être envie d'avoir des façons de révoquer le gérant. Pareil, si le gérant a tous les pouvoirs et qu'on n'a pas prévu son incapacité, imaginons Schumacher, il est au ski, il vient dans le coma, et t'as pas prévu de modalités de gérance en l'absence de capacité de ton gérant. Tu te retrouves dans une société bloquée. Donc tu peux plus signer de contrat, donc tu te retrouves un peu en difficulté. Et encore une fois, tu vas devoir faire intervenir le juge pour essayer d'administrer la société, mais ça va être compliqué. Parce qu'à chaque fois, tu auras tous ces délais. À chaque fois, si tu as mal posé la question, tu vas devoir recommencer. Donc c'est pour ça que je parlais d'avoir un professionnel à ses côtés. C'est que, on va pas se mentir, les professionnels ont tous des modèles de statut qui conviennent dans 90% des cas. Donc qui te mettent le modèle. Et après, en fonction de ton cas à toi, ils vont l'ajuster un peu. S'il y a plus de risques d'une chose, si tu as un enfant que tu as envie de protéger parce que peut-être qu'il est handicapé, tu as envie qu'il ait un peu plus de dividendes que les autres, etc. Donc là, tout ça, c'est toute la finesse des statuts. Là, ça dépasse un petit peu l'objet social. Mais en tout cas,
Ce qu'il faut retenir, c'est que l'objet social, c'est une des clauses qui est les plus importantes dans les statuts, parce que ça va fixer beaucoup de choses. L'hégémonie que tu as envie de donner à ton gérant, tu vas pouvoir restreindre plus ou moins cet objet. Alors, parfait. On a parlé du fonctionnement en fait d'une SCI. J'aimerais à présent qu'on parle de la création d'une SCI. Comment on fait pour créer une SCI ? J'ai envie de dire que c'est tout simple, et maintenant je peux le dire d'autant plus que on a beaucoup craché sur le guichet unique. C'est vrai que c'est pas forcément la situation idéale. C'est l'endroit qui te permet de créer des sociétés. En fait, c'est comme n'importe quelle société. Tu vas rédiger des statuts, tu vas aller au greffe, faire toute la procédure, etc. Et après, pam, tu auras une société civile. Donc il y a quelques éléments qui sont quand même importants. C'est premièrement les apports des associés. Généralement, la société civile, on les voit toutes, elles ont tous le capital social de 1 000 euros. Ça veut dire que si tu as 2 époux qui sont associés chacun à 50-50, monsieur apporte 500 euros, madame apporte 500 euros, on dit quelles parts sont acquis, quel droit de vote ils donnent, et puis on rédige les statuts en fonction du projet qu'il va y avoir. Parce qu'évidemment, même s'il y a que les 2 parents, et qu'on sait que demain, va y avoir du démembrement, on va faire des transmissions, etc., on va déjà rédiger les statuts pour ça. Et ça d'ailleurs, c'est aussi, je pense, une bonne pratique, c'est-à-dire que des statuts bien rédigés, c'est des statuts qui partent à plusieurs éventualités. C'est des statuts qui, même si on n'est pas encore en démembrement, prévoient certaines modalités de droit de vote pour l'usufruitier, les nus propriétaires. Parfois, on peut même, dans les statuts, prévoir que les 2 personnes qui sont dans le démembrement, l'usufruitier et le nu propriétaire, peuvent, par une convention entre eux, changer le droit de vote. Ça peut aussi être pratique quand on a plusieurs familles, par exemple, et puis qu'il y en a une où papa a envie de tout décider, et puis l'autre où en fait on a envie de laisser les enfants aussi décider pour qu'ils prennent en maturité, etc. Donc tout ça, c'est des réflexions qu'il faut avoir à ce moment-là. Alors c'est pas immuable, parce que les statuts ça se change. Donc j'ai envie de dire, on n'est pas obligé de partir avec le setup idéal tout de suite. Faut pas hésiter non plus quand on commence à voir un changement qui va se profiler à aller, consulter son notaire, son avocat avec qui on a créé la société. Pour avoir du conseil, simplement comprendre est-ce que nos statuts sont toujours adaptés à la société. Puis je pense qu'il y a un dernier point qui est important, c'est est-ce qu'on apporte du cash ou est-ce qu'on apporte de l'immobilier ? Parce qu'une société civile immobilière, on pourrait se dire, j'ai un immeuble, je crée une société et je mets l'immeuble dedans. C'est possible de le faire, il y aura quand même des droits de mutation. C'est comme finalement en fait un apport à société, c'est un petit peu comme une vente, sauf qu'il n'y a pas de prix. En fait, le prix, c'est les parts que tu reçois en échange. Et donc, ce sera plus cher que d'apporter du cash parce que forcément, dès qu'il y a un bien immobilier, on va voir un notaire. Et puis, il y a les registres de la publicité foncière qu'il va falloir actualiser, etc. Donc, tu auras du frottement, des droits d'enregistrement là-dessus, ce qui est potentiellement moins pratique que d'acheter directement le bien. Aussi de payer ses droits, mais tu les payes au moins qu'une seule fois, alors que sinon, tu les as payés déjà avant en premier. Est-ce que tu peux peut-être parler des différents apports pour apporter un bien à une société civile immobilière en l'occurrence ? Dans une société civile immobilière, les 2 types d'apports que tu vas avoir traditionnellement, c'est soit du cash, soit l'immeuble. C'est ce que je décrivais tout à l'heure. Les apports en industrie dans le cadre d'une société civile immobilière, je vois pas trop. Ce que tu peux aussi avoir, et c'est une nuance, parce que ça ressemble à de l'apport, ça sent l'apport, mais c'est pas de l'apport, c'est le fameux compte courant d'associé. En fait, tu fais ton apport de capital de 1 000 euros, et puis derrière, en tant qu'humain libre, que citoyen libre, t'as le droit, si tu veux, de prêter de l'argent à la société. En tant qu'associé, tu lui prêtes de l'argent pour que demain elle te le rembourse, mais peut-être pour faire l'apport. Imaginons que, situation classique, tu crées ta SCI dans un couple, chacun apporte 500 euros, on est à 50-50, super, machin. Maintenant, la société doit emprunter. Et la société, elle a pas d'argent, elle a 1 000 euros. Donc pour réaliser ton apport, 1 000 euros, ça va peut-être être un peu juste, à moins que tu achètes vraiment une petite bicoque quelque part, une cabane. Et donc, généralement, ce que tu vas faire, c'est que il faut que la société ait cet argent. Tu as 2 possibilités. Soit tu l'apportes initialement au capital de la société, mais l'argent va être, entre guillemets, bloqué. Ça veut dire qu'une fois que tu l'as apporté au capital, la seule façon de le récupérer, c'est de réduire ce capital. C'est toute une procédure. C'est un peu compliqué. Tu vas en plus payer de l'impôt si jamais tu as fait des plus-values. Alors que le compte courant d'associé, c'est un prêt. Tu fais un prêt à ta société. Donc tu lui dis, je veux acheter un immeuble à 200 000 euros. Je suis un peu frileux, j'ai pas envie de trop emprunter, j'ai envie que le bien se rembourse tout seul. Du coup, j'apporte 100 000, comme ça me fait un gros apport et derrière, j'aurai suffisamment de rentabilité. Tu apportes ces 100 000 en compte courant d'associé. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que tu as une créance vis-à-vis de la société,
un petit peu comme un prêt bancaire finalement, sauf que c'est toi qui le fais. Si t'as pas envie de mettre de taux d'intérêt, t'en mets pas. Enfin, tu vois, ça a plusieurs avantages comme ça. Et après, c'est quelque chose que tu peux réclamer quand tu veux à la société, et bien sûr sans impôt. Parce que c'est quand même du capital qui est à toi, donc ce serait illogique si t'as pas réalisé de plus-value ou si t'as pas réalisé un gain quelconque. Si tu mets par exemple un taux d'intérêt sur ton compte courant d'associé, là oui, tu vas payer de la fiscalité sur les intérêts. Par contre, sur le montant que t'as prêté à la société, tu vas pouvoir le récupérer facilement, sans impôts supplémentaires. Alors je dis facilement, c'est un peu un abus de langage, parce que oui, tu as le droit de le réclamer juridiquement quand tu veux. Sauf que si la société n'a pas l'argent dans ses caisses, elle va avoir un petit peu de mal à te le rendre. Et si tu l'as mis dans un apport immobilier, à moins de revendre l'immeuble, ça va être compliqué de te redonner la valeur de ce compte courant d'associé, même si on pourrait imaginer de le rembourser en nature, etc. Mais c'est une créance que tu as. Demain, tu pourras te la faire rembourser. Ça te permettra peut-être, si ta société a l'impôt sur les sociétés, de capter des loyers sans payer les fameux 30%. Parce qu'en fait, tu auras cette créance vis-à-vis de la société et cet argent pourra te revenir en remboursement progressivement de la créance après, par exemple, le crédit bancaire que tu auras contracté. Selon toi, quels sont les coûts récurrents de la SCI, les coûts annuels ? Alors là, c'est aussi une question intéressante parce qu'en fait, en fonction de la typologie de ton investisseur, ça va être important ou pas, et en fonction du bien que tu mets dedans, ça va être important ou pas. Et ça, j'ai vraiment vu la différence entre être dans un family office où on a des clients qui ont des très gros patrimoines et généralement des sociétés civiles dans lesquelles on a plusieurs millions d'euros à l'intérieur, et puis des clients qui sont un peu plus normaux comme toi et moi et qui ont une SCI avec un bien qui vaut 200 000 ou 100 000 euros à l'intérieur. Et donc c'est vrai que c'est des questions que moi aujourd'hui je me pose beaucoup moins parce que ces clients en ont, simplement se posent aussi moins la question. Payer 2 000 euros par exemple pour eux, c'est pas grand chose, même en relatif par rapport à 4 millions, 2 000, c'est peanut. Maintenant, c'est vrai que la société civile, ça a des coûts. Ça a premièrement les coûts de constitution, là qui ne sont pas récurrents, je te rassure. Oui. C'est tu demandes à quelqu'un de te rédiger les statuts. Moi, je n'irai pas sur un truc de création en ligne parce que j'ai parlé du sur-mesure tout à l'heure. Je pense que c'est suffisamment clair. Et après, tu as des coûts récurrents qui souvent dans les sociétés sont liés à la comptabilité. En société civile, en principe, t'es pas obligé de faire une comptabilité. Donc la plupart des gens, en fait, n'ont pas de comptabilité et donc n'ont pas ce coût non plus avec un expert comptable qui chaque année fait tes comptes. Attention néanmoins, parce qu'on a parlé de compte courant d'associé à quelques reprises, suivre l'évolution d'un compte courant d'associé quand on n'a jamais fait les comptes, ça devient compliqué. C'est parfois un peu difficile, ouais. Et l'enjeu, c'est que cet argent que tu as mis dans la société, c'est de l'argent qui sera pas taxé demain. Donc si t'as pas suivi l'argent qui va pas être taxé, tu peux pas prouver du coup, c'est tu peux pas prouver, c'est ça, que t'as mis cet argent et qu'il est vraiment à toi et que t'as pas besoin de payer d'impôts pour le récupérer, tu vas peut-être avoir quelques regrets. Donc c'est pas une mauvaise pratique de au moins soi-même se faire un tableau Excel avec sa comptabilité. Là c'est un coût qui n'est pas financier mais qui est de quelques minutes, quelques heures pour faire les comptes. Mais ça vaut le coup. Ça peut valoir le coup. Avoir aussi un compte séparé pour la société, c'est une évidence pour pouvoir retracer tous les flux, savoir un peu, avoir de la traçabilité. Parce que c'est vrai que souvent, on se retrouve un petit peu embêté avec des sociétés civiles qui ont vécu pendant plein d'années et on sait plus, ah oui, moi j'ai mis 300 000 euros, ah ouais, t'as la preuve de virement. Et puis quand c'est il y a 20 ans, la banque a toujours beaucoup plus de mal à te retrouver le moment où t'as fait le virement. Donc c'est quand même une bonne pratique de chaque année faire ça. Faire aussi ces assemblées générales, ça c'est quand même assez important. Tu peux déléguer ça, donc tu vas avoir quelqu'un qui va te rédiger ton petit PV d'AG. C'est pas très compliqué à faire non plus. Ça fait pas de mal si les quelques centaines, peut-être milliers d'euros par an, je sais pas, pour 2000 balles par an, je pense que ça se fait assez facilement. D'avoir quelqu'un qui te fait tous tes PV, qui peut-être aussi a un suivi de la société, peut vérifier que t'as bien en tête ton compte courant, qu'il n'y a pas de bêtises, que la société te prête pas d'argent, parce que ça, alors à l'IR c'est moins problématique, mais à l'IS ça l'est beaucoup plus. La société n'a pas le droit de te prêter d'argent. Un compte courant c'est forcément créditeur, c'est toi qui est créancier de la société et pas l'inverse. Donc voilà, il y a plein de petites choses qui pour un professionnel lui sauteront aux yeux immédiatement, mais qui, moi si j'avais pas fait de gestion de patrimoine, j'aurais pas su, et probablement que j'aurais fait des erreurs si j'avais créé une société civile et que je m'étais dit parce que c'est un peu le problème de la société civile immobilière, c'est que c'est un peu flou.
c'est une autre personne par rapport à moi, parce que juridiquement c'est une personne morale, mais c'est moi qui décide de tout. Donc est-ce que je me fais une AG entre moi et moi-même, ou entre moi et ma compagne, avec qui je discute sur l'oreiller tous les soirs? Est-ce que je m'envoie un mail? On n'a pas forcément le réflexe de le faire. Ouais. Voilà, c'est pas naturel, parce que c'est une... En fait, faut retenir qu'une société, c'est facile quand il y a plein de gens, parce que c'est naturel. Là, voilà, on comprend que la boulangerie, il faut prendre des décisions. C'est pas le propriétaire, il est pas forcément propriétaire de tout. Mais quand on est dans une situation un peu artificielle où on est tout seul avec une société, ou alors à deux, parce qu'une société civile doit forcément avoir au moins 2 associés, ça c'est important. On peut se retrouver un peu dans des zones de flou où on sait pas très bien. Le bon sens en fait ne fonctionne pas. On fait peut-être plus la distinction entre la personne physique et la personne morale dans ce genre de situation, je pense. Ouais, et ça peut être problématique. Il vaut mieux. C'est un peu le problème de ce côté un peu fiction. Toutes les fictions juridiques sont souvent assez compliquées parce que le bon sens paysan ne fonctionne pas. Et donc c'est pour ça que c'est utile d'avoir des conseils qui vont te dire ce qui marche pas. Ok. Mis à part ça, tu voyais d'autres obligations déclaratives annuelles ou pas d'autres en tête? Il va bien sûr falloir déclarer les revenus de la société. Si c'est à l'IR, en fait, tu vas diviser les revenus de la société entre tous les associés. Donc par exemple, si on est toujours dans le cas 50-50, qui est d'ailleurs pas un très bon cas, parce que sur les droits de vote, être à 50-50, c'est un peu compliqué, parce que quand on n'est pas d'accord, on est à 50-50. Donc c'est l'unanimité. On a tendance à faire 51 plus... c'est ça. 50 plus 1, mais c'est une bonne pratique, et je pense que tout le monde l'a pas en tête, donc c'est cool qu'on ait pensé à le préciser. C'est plein de trucs qui nous reviennent en tête comme ça. Donc oui, il va falloir évidemment déclarer ses impôts. Si on est à l'impôt sur les sociétés, là c'est plutôt un expert comptable qui va s'en occuper et qui va faire ça. Et si on est à l'impôt sur le revenu, on va simplement... Il y a un CERFA pour la société, et puis chaque associé va pouvoir prendre la fraction de revenu qui lui revient. Donc si on est à 51,49, l'associé qui a 51, il met 51% des loyers dans son déclaration d'impôt et on est tout bon. Et si c'est le même foyer fiscal, c'est facile, c'est 100% dans la même. C'est encore plus Donc simple. voilà, c'est l'avantage d'avoir des sociétés civiles en couple. Ok, bon écoute, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Je sais pas si tu avais d'autres points à évoquer. Non, je pense que c'est toujours le sur-mesure. Toujours, même si ça coûte un peu cher au début, je trouve que souvent on a un peu le réflexe d'optimiser les coûts dès le début. Et de se dire, quand même, déjà j'ai les travaux, déjà j'ai la peinture, déjà j'ai tous ces trucs à faire, en plus il y a les frais de notaire, et en plus je vais payer les statuts, c'est un scandale. Mais bon, sur le long terme, ça vaut quand même le coup, quoi. Voilà, le truc c'est que quand le setup est bien fait, on va pas trop avoir de surprises, on va être serein, c'est ça. Et souvent ça coûte moins cher, parce qu'en fait, ce qu'on voit pas, c'est que l'erreur qu'on fait, on met le pied dans un piège, et puis on se rend compte de ça des années après. Et parfois, il faut détricoter des schémas. Parfois, du coup, on se dit, en fait, la société, ça marche plus. Ou, si on n'a pas prévu la possibilité de divorcer, ou s'il y a des trucs qu'on n'a pas forcément prévus, ça peut tout compliquer. Ça permet d'éviter les soucis financiers et familiaux, en fait. C'est ça. Parce qu'en fait, quand on est aussi en famille, il y a le côté fiscalité, etc., qui est important. Mais il y a le côté conflit aussi. De permettre de gérer les choses sereinement, de prévoir. En fait, quand je vais décéder, si j'ai 3 enfants, il y aura 3 associés, plus 2. Donc ça va changer un peu la répartition des pouvoirs. Il y aura plein de trucs qui vont changer. Et c'est pour ça que c'est utile de faire un petit rendez-vous qui va... si on rédige les statuts, etc., chez la même personne, surtout si on va acquérir le bien avec un notaire, en principe, il fera payer un peu pour les statuts, mais il pourra te donner aussi plein de conseils en plus. C'est ça qui va te permettre d'être dans une bonne situation et aussi d'être serein. Parce que parfois, on se dit, merde, est-ce que j'ai fait le bon truc ? Et puis, ça nous met pas serein. Et le but d'avoir du patrimoine, c'est pas de s'inquiéter. Le but, c'est d'être tranquille, c'est de préparer son avenir et pas de serrer les fesses ou de se dire, tiens, peut-être que j'ai demain 30 000 balles d'impôts qui pourraient m'être réclamés, etc. C'est des situations qui sont pas confortables. Donc, bien sûr, on cherche à éviter au travers d'une SCI, quoi. On a envie d'être le plus confortable possible. Et pour ça, avoir un setup bien fait, c'est forcément le meilleur conseil et la meilleure option. Ok. Bon, écoute, très clair. Écoute, Lucien, merci du coup. Merci beaucoup à toi aussi. De votre côté, je vous invite à aller voir son excellent podcast, le Family Office, donc disponible sur toutes les plateformes de streaming, si je dis pas de bêtises. Ouais, plutôt dédié donc aux professionnels de la gestion de fortune. C'est peut-être un peu technique parfois, mais je pense qu'on essaye quand même de vulgariser suffisamment pour que quelqu'un d'un peu averti et surtout concerné par le sujet, parce que le patrimonial, ça peut être compliqué, mais quand on est concerné par le sujet, tout de suite, on a les neurones qui s'activent beaucoup plus facilement. Je vous mettrai le lien en description. De votre côté, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et sur les plateformes de streaming, n'hésitez pas à mettre une note 5 étoiles, et on se revoit très bientôt.